L'histoire qui m'a le plus marquée, c'est une histoire qui m'a été racontée par une étudiante en médecine et qui malheureusement a assisté à l'accouchement d'une jeune fille de 12 ans qui a été violée. Vous imaginez bien qu'elle n'a pas l'appareil génital assez développé pour mettre au monde un bébé. Donc c'est un bébé qui met au monde un bébé. Il a fallu gifler à plusieurs reprises cette jeune fille-là afin qu'elle puisse pousser. Tellement c'était douloureux et difficile pour elle. Mais elle s'est retrouvée là, dans cette table, en train de hurler jusqu'à l'agonie, jusqu'à s'évanouir. Et c'est ça en fait qu'il faut raconter. Bonjour et bienvenue. Saviez-vous qu'environ 73 millions de grossesses se terminent par un avortement chaque année, dont près de 45% sont pratiquées dans des conditions non sécurisées? Dans le monde, plus de 1,1 million de femmes meurent chaque année à cause d'avortements pratiqués par des personnes peu ou pas qualifiées. En Afrique subsaharienne, 77% des avortements sont à risque, contribuant à un taux de mortalité maternelle alarmant. Mais il pourrait en être autrement. En réalité, l'avortement sécurisé est l'une des procédures médicales les plus sûres qui existent. Mener une grossesse à terme est en réalité plus risqué que de procéder à un avortement sécurisé. En tant que journaliste, j'ai été frappée par certains articles de mes confrères manquant de précision, de justesse et d'empathie envers celles qui ont recours à l'avortement, n'hésitant pas à les stigmatiser. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le contre-pied de cette tendance et de donner la parole à Aïcha Rassoul Sen, présidente fondatrice de l'association Yewi, qui se bat pour que les femmes ne risquent plus leur vie et leur santé en ayant recours à un avortement clandestin. Ensemble, nous évoquerons les vérités cachées derrière les statistiques et les histoires humaines qui méritent d'être entendues. Aïcha, bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord nous mettre d'accord sur les termes et les concepts. Qu'appelle-t-on communément DSSR? Alors DSSR, c'est l'acronyme de droit, santé sexuelle et reproductif, qui est un concept assez large, qui englobe la santé sexuelle reproductive plutôt de chacun et de chacune, mais aussi la santé maternelle et la santé néonatale. C'est un concept aussi qui parle de droit et de respect des droits des femmes, des droits des hommes, à choisir de vivre leur sexualité librement, à choisir de faire oui ou non des enfants, mais aussi à avoir le droit d'avoir des informations sûres et capitales sur tout ce qui est planning familial. Alors bien sûr, vous n'êtes pas médecin, mais vous maîtrisez le sujet. Quels sont les différents types d'avortement? Alors, on distingue généralement 3 types d'avortement. Un avortement qu'on dit clandestin, donc qui se fait dans des conditions assez particulières et dangereuses pour la santé de la femme et pour sa vie. On trouve aussi l'avortement sécurisé, donc qui se fait dans des hôpitaux ou même à la maison, mais aussi tout ce qu'on appelle IVG, qui veut dire interruption volontaire de grossesse. Donc on distingue généralement ces 3 types d'avortement. Quelles sont les différences fondamentales finalement entre l'avortement sécurisé et l'avortement non sécurisé? Alors la différence entre un avortement sécurisé et un avortement clandestin, c'est qu'un avortement sécurisé, il est encadré par un professionnel médical, donc un médecin, une sage-femme, un gynécologue, etc. Donc c'est un avortement qui peut se faire à la maison, donc là pour le coup c'est vraiment des médicaments qui sont prescrits par le médecin et qui sont pris par la patiente. Et souvent, il y a aussi un suivi. Donc, après l'avortement, vous êtes obligé de revenir à l'hôpital pour voir si tout s'est bien passé. Cet avortement-là, il peut aussi se faire à l'hôpital, où pour le coup, c'est le médecin qui procède à l'interruption de grossesse. Et donc, c'est ce qu'on appelle un avortement sécurisé parce qu'il est encadré par un protocole médical. D'accord. D'où le terme sécurisé. Donc, alors qu'un avortement clandestin, un avortement à risque, il est fait souvent par des praticiens qui forcément ne maîtrisent pas la posologie des médicaments à prendre, qui pour souvent créer des potions que ces femmes boivent et qui malheureusement mettent en danger leur vie et leur santé. C'est souvent aussi des méthodes assez violentes où des instruments sont utilisés, des outils sont utilisés pour interrompre la grossesse. Vous pouvez donner des exemples concrets? Des exemples concrets, c'est des bâtons, c'est des espèces de pinces. C'est vraiment très violent et souvent ça crée d'énormes hémorragies pour ces femmes-là. Et puis des complications, je suppose, et peut-être même de l'infertilité. De l'infertilité, et souvent c'est des femmes qui, souvent elles font des fausses couches parce qu'il y a eu beaucoup de complications dans leur appareil génital et ça c'est souvent la cause des praticiens. Donc c'est ça la différence entre un avortement sécurisé, médicalisé et un avortement à risque et clandestin. Quel est le profil des femmes qui ont recours à l'avortement à risque ou clandestin?
C'est malheureux de le dire, mais ce sont des femmes qui n'ont pas des moyens financiers pour avoir recours à un avortement sécurisé, pour 2 raisons. Soit parce que dans le pays dans lequel elles vivent, l'avortement est strictement interdit, ou alors parce que tout simplement, elles n'ont pas les moyens de se payer un avortement sécurisé dans des cliniques privées. Par exemple, au Sénégal, on sait qu'il y a des femmes qui se font avorter de manière médicalisée et très sécurisée dans des cliniques où elles ont les moyens de payer entre 300 000 et 500 000 francs CFA. C'est énorme pour beaucoup de femmes qui malheureusement sont obligées de se rapprocher de tradipraticiens pour avoir recours à un avortement qu'on dit clandestin. C'est un avortement à risque. Il se fait avec des tradipraticiens qui ne maîtrisent pas forcément la posologie des médicaments à prendre, mais aussi qui ne maîtrisent pas comment on peut aspirer l'œuf clair. Donc du coup, c'est très très dangereux pour ces femmes. Donc oui, c'est souvent des femmes avec des moyens financiers très faibles qui se font avorter de manière clandestine. Lorsqu'une femme décide d'avorter, peu importe le moyen par lequel elle passe, elle le fera. Alors, parlons un peu des textes. Au Sénégal, dans le Code national de déontologie médicale, certains textes expriment clairement à quel moment on peut avorter et pourquoi, dans quelles conditions, de manière légalisée. Donc, je cite l'un des textes qui dit que si un prestataire de soins de santé détermine qu'une grossesse met en danger la vie d'une femme, et si 2 autres consultants médicaux, dont l'un est un expert désigné par le tribunal, sont d'accord, la grossesse peut alors être légalement interrompue. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est vraiment ce qui encadre en tout cas l'avortement au Sénégal avec ce code de déontologie médicale. Alors ça, c'est le code de déontologie médicale du Sénégal. Mais que dit la loi? Alors, il faut savoir qu'au Sénégal, l'avortement est strictement interdit et passible d'une peine de prison. Sous toutes ses formes, vous voulez dire? Sous toutes ses formes, à l'exception d'un seul cas. C'est lorsque la santé ou la vie de la mère est en danger. Et même pour cela, il faut qu'il y ait l'avis de 3 médecins, c'est-à-dire un gynécologue, donc suivi par la femme, le médecin général, et aussi un médecin qui a été choisi par le tribunal. Entre-temps, une grossesse peut se faire à terme, ou tout simplement elle est très avancée à tel point que l'avortement n'est plus possible. Vous êtes en train de dire qu'il y a un temps qui est trop long parce que la justice doit intervenir pour qu'une femme puisse se faire avorter légalement et de manière sécurisée. En fait, les textes sont clairs, sauf que la procédure est tellement longue qu'entre-temps, la grossesse, elle se finit, enfin, elle est à terme. Ou encore, elle est très très avancée, parce que même si on peut avorter, il y a quand même un délai, ce délai de 90 jours, donc de 3 mois de grossesse. Donc malgré le texte qui existe, malgré le cadre légal au Sénégal, l'avortement est toujours très 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 compliqué pour ces femmes dont la vie est en danger. Comme 41 autres pays africains, le Sénégal a signé, et sans réserve, en 2004, le protocole de Maputo. Rappelons que c'est un texte international qui fait référence au cas précis où une femme peut interrompre légalement sa grossesse, dans le cas de viol, d'inceste également, lorsque la santé de la femme, à la fois sa santé physique et mentale, est en risque. En d'autres termes, les femmes sénégalaises devraient, depuis 20 ans, pouvoir bénéficier d'un avortement légal et sécurisé. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi, à votre avis, le Sénégal ne respecte pas ce protocole qu'il a pourtant signé sans réserve? Pour le cas du Sénégal, l'Assemblée nationale a déjà validé ce texte international avant donc que le Sénégal puisse le signer. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que aussi que le Sénégal a signé de manière très libre. Il ne l'applique pas parce que tout simplement, il y a, à mon avis, un manque de volonté politique. Il faut aussi rappeler que le Sénégal est un pays assez conservateur, avec une présence très forte de la religion. Donc il y a le manque de volonté des politiques, mais aussi ce contexte social, culturel assez important, assez fort, assez conservateur, qui font que ce protocole n'est encore pas appliqué au Sénégal. Vous qui êtes dans un milieu d'activistes, en tout cas très actifs sur ces questions-là, comment pourrait-on contrebalancer cette absence de volonté politique? Moi, je dirais qu'il faut regarder la vie des femmes et la santé des femmes, parce qu'il s'agit en fait de santé publique. L'avortement coûte très cher. À la fois à la société, à la famille, à la femme. C'est extrêmement cher d'avorter et ça coûte la vie, ça coûte la santé des femmes. Donc c'est une question de santé publique. Ce que j'ai aujourd'hui à dire à l'État du Sénégal, mais aussi aux personnes qui vont regarder cet entretien, c'est de se dire qu'il ne s'agit pas forcément d'une question de liberté sexuelle ou d'une question de droit sexuel, mais plus une question de santé des femmes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes mettent en danger leur vie et leur santé. Et je vais vous raconter une anecdote que j'ai reçue de la part des étudiants en médecine avec qui j'ai eu à échanger sur l'avortement clandestin au Sénégal, qui me disent qu'il y est arrivé des fois où les femmes arrivent en hémorragie
est en choc total parce qu'elles ont tenté d'avorter. Ces femmes, souvent, meurent parce qu'elles n'ont pas été prises en charge assez tôt. Ces femmes, souvent, n'ont plus, du coup, la chance d'avoir de nouveau des enfants. Donc, pour vous dire que beaucoup de femmes souffrent, alors que pourtant, légalement, elles ont le droit et elles ont l'opportunité de pouvoir interrompre une grossesse lorsque, comme vous venez de le dire, leur santé est en danger. Lorsque même la santé du bébé ou du fœtus est en danger, l'avortement peut être autorisé et encadré. Et même pour ces cas-là, ça reste difficile pour elles de le faire à cause de ces longues procédures juridiques et judiciaires, mais aussi à cause de ce contexte social et culturel qui est très fort et qui empêche ces femmes de pouvoir interrompre une grossesse lorsqu'elles le souhaitent. Donc si on se met un peu à la place de ces femmes et de leur histoire singulière, ça veut dire que ces femmes qui ont été victimes d'un inceste ou d'un viol, tant que le protocole de Maputo n'est pas dans les faits appliqué, elles n'ont pas de choix finalement. C'est ça, c'est qu'on soit victime de viol et qu'on soit enceinte, l'avortement est interdit. Qu'on soit victime d'inceste et qu'on soit enceinte, l'avortement est interdit. Qu'on soit en danger de mort ou que notre santé soit en danger, que ce soit nous ou le bébé qu'on porte, l'avortement est strictement interdit au Sénégal. Pour en revenir au travail qui est le vôtre et à vos collègues, rappelons un chiffre important. Au Sénégal, environ 20% de la mortalité maternelle est directement liée à ces avortements non sécurisés. Quelles sont les initiatives de groupements féminins, d'activistes ou en tout cas de personnes qui se battent au quotidien pour que ce protocole soit dans les faits appliqué? Quelles sont les initiatives qui vous semblent être à la fois prometteuses et qui vous semblent être positives et qui pourraient aboutir? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations féministes et féminines, donc d'associations, d'ONG, de groupes de femmes qui font un énorme travail de plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des législateurs, pour que justement le protocole de Maputo soit enfin appliqué au Sénégal. Ce travail a débuté depuis presque 10 ans maintenant, où des associations comme Jigen, comme Yewi par exemple, travaillent sans relâche et travaillent aussi en faisant beaucoup de sensibilisation et d'information sur le sujet afin que l'État puisse se rendre compte que la santé des femmes sénégalaises est en danger. En plus de ce travail de sensibilisation et d'information et de plaidoyer, nous faisons beaucoup de focus group, c'est-à-dire avec des étudiants en médecine, en sage-femme d'État, en infirmerie ou en pharmacie. Donc c'est les premiers qui accueillent ces femmes-là qui ont besoin d'avorter. Et nous, notre travail, c'est aussi d'expliquer la loi et de dire à ces jeunes étudiants-là, ou sinon au personnel médical, qu'une loi existe, que le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo qui les protège, parce que lorsqu'elles accompagnent une femme qui est en train d'avorter, ils font tout simplement leur travail et ils font leur métier, c'est-à-dire sauver cette femme-là, et qu'il n'y a pas forcément de poursuite derrière. Mais il faudrait que toute la population, des infirmières, le personnel médical, soit formée, informée, et toute la société, des magistrats aux journalistes, puissent être en fait non seulement sensibles à la question, mais puissent même s'impliquer pour que cette loi qui a été ratifiée, n'est-ce pas, soit appliquée dans les faits. Bien sûr, et je pense que c'est la partie la plus importante de notre travail, c'est cette volonté d'informer au maximum. Parce que lorsqu'on a les informations et lorsqu'on sait légalement ce qu'il en est, là on a l'opportunité d'agir. Et le fait d'avoir des témoignages de personnes qui travaillent assez régulièrement avec des femmes, qui accompagnent des femmes, qui accueillent des femmes, qui viennent parce que leur santé ou leur vie est en danger, nous montre clairement que le mal est plus profond que ça. Des femmes viennent en état de choc, en état d'hémorragie. Parfois, on nous a raconté qu'une femme est venue avec les intestins dans un sac parce qu'elle a tenté d'avorter chez elle avec des branches, avec des tiges. Donc cette personne, elle est venue au niveau de l'hôpital avec des intestins dans un sachet accompagné d'une grosse hémorragie. Pour vous montrer à quel point ces femmes-là sont déterminées à interrompre une grossesse même si leur vie va en pâtir. Dans toutes ces histoires de vie, à votre avis, quelle est la place finalement des hommes? Parce qu'au Sénégal, 22% de la population incarcérée féminine l'est pour cause directe d'infanticide et aussi liée aux avortements non sécurisés dont vous avez parlé. Quel est le rôle des hommes et quelle est la place des hommes selon vous? C'est malheureux de le dire, mais lorsqu'une femme souvent avorte, notamment, c'est parce qu'il y a un refus de paternité. Donc, c'est souvent les hommes qui payent pour un avortement clandestin, pour que, tout simplement, il n'y ait pas de bébé, en fait. Et ces femmes-là, comment vous dire qu'elles se sentent seules, pourquoi? Parce qu'un bébé, il se fait à deux. Et c'est souvent elles qui endossent toute la responsabilité de la grossesse et souvent de l'avortement. Mais aussi, c'est elles qui se retrouvent seules face à tout ce qui est poursuite judiciaire,
à tout ce qui est danger lié à la santé, ou même de manière psychologique, parce qu'il faut aussi le rappeler, aucune femme n'a recours à l'avortement de gaieté de cœur. Absolument. Aucune femme. C'est très difficile et je crois que ça restera toujours un traumatisme. Même si on le souhaite, ça restera un traumatisme. Et il y a aussi ce volet psychologique et émotionnel qui est malheureusement pas pris en compte et qui coûte énormément à ces femmes-là. Même si ça se passe bien, même si on s'en sort, il y a toujours des séquelles qui restent et qui resteront malheureusement à vie. Comment est-ce qu'on peut aider ces femmes, d'un point de vue psychologique notamment? Comment on peut les accompagner? Il existe beaucoup d'associations qui accompagnent ces femmes-là. Ces femmes sont accompagnées de manière souvent gratuite. Donc, elles bénéficient de groupes de parole, elles bénéficient de suivi psychologique, de consultations psychologiques régulières. Donc, un accompagnement existe, un dispositif d'accompagnement existe pour ces femmes et elles peuvent y avoir accès. Alors, nous avons dit précédemment ô combien il était important que le grand public également soit informé, notamment du protocole de Maputo, mais également des dangers, des risques, des conséquences. Ce sont les médias qui ont une grande responsabilité dans cette information. J'ai envie de vous demander si dans les médias, vous avez vu des préjugés, des inexactitudes qu'il faudrait corriger. Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'un média est un énorme pouvoir parce qu'il arrive à créer de l'empathie sur un sujet ou le contraire. Donc là, ce qui me choque quand on parle d'avortement dans les médias, c'est la manière dont les photos sont exposées. Souvent, quand on parle d'avortement, on montre un bébé ou on montre une femme enceinte. Alors qu'on devrait tout simplement montrer un embryon ou un fœtus parce que c'est la réalité médicale. Exactement. Donc, en montrant un bébé ou une femme enceinte, là, on ne crée pas forcément cette émotion-là qu'il faut créer lorsqu'on parle de victimes de viol ou d'inceste. Non seulement on ne crée pas l'émotion, mais également on désinforme, n'est-ce pas? Alors que notre rôle, c'est à la fois d'informer avec empathie, de manière équilibrée et sans préjugés. Exactement, c'est tout à fait ça. Il y a aussi la question des chiffres. J'invite vraiment les journalistes à davantage creuser sur le sujet. C'est de pouvoir montrer, de pouvoir mettre en lumière ces histoires de femmes qui sont victimes de viol, de pouvoir montrer l'histoire de ces femmes-là, mais aussi de pouvoir mettre en lumière comment c'est un traumatisme pour ces femmes qui ont malheureusement recours à l'avortement clandestin. Raconter des histoires d'êtres humains avec sensibilité, les écouter avec distance, mais neutralité, également se rapprocher des experts, n'est-ce pas, pour avoir toute la dimension du problème, y avoir des statistiques, des chiffres précis, en tout cas se renseigner, creuser, et puis peut-être aussi, j'ai envie de dire, connaître à la fois les lois dans son pays, les textes médicaux dont on parlait plus tôt. C'est tout ce travail d'information que l'on ne voit pas toujours dans nos pays. Oui, c'est clairement tout ça. C'est vraiment tout ce travail de recherche. Lorsqu'on arrive à quantifier des choses, lorsqu'on arrive à chiffrer des choses, on leur donne beaucoup plus de valeur. Parce qu'on montre à quel point ça touche beaucoup de personnes et que c'est impactant. Donc j'invite vraiment les journalistes à beaucoup faire de recherches sur l'avortement clandestin, ou combien ça touche des femmes et des filles en Afrique, mais aussi à pouvoir raconter ces histoires-là, les raconter avec empathie. Mais aussi ce travail de recul, parce que c'est un sujet assez sensible. Il faut prendre du recul pour le traiter. Il ne faut pas seulement se dire si on ouvre l'avortement à tout le monde, c'est donner libre en fait à tout le monde pour mettre fin à des grossesses, alors ce qui n'est pas le cas. Et ce n'est pas le débat surtout, ce n'est pas du tout ce que veulent les activistes ou les personnes très engagées comme vous. Bien sûr. Rappelez quel est votre objectif principal. Alors, nous, ce que nous voulons, en tout cas au Sénégal, c'est que toutes les femmes qui ont connu un viol, un inceste ou qui ont leur santé en danger, ou même la santé du bébé en danger, puissent avorter de manière sûre et médicalisée, comme le prévoit le protocole de Maputo et comme aussi le prévoit le Code de déontologie nationale du Sénégal. C'est notre travail. Le Code de déontologie nationale médicale du Sénégal. C'est notre travail, c'est notre combat, c'est ce que nous recherchons. Nous voulons que ces femmes-là, qui sont victimes de viol, d'inceste, qui ont leur santé et la santé de leur bébé en danger, puissent avorter de manière médicale et de manière sécurisée. Nous voulons en fait sauver des vies, tout simplement. Tout simplement. Merci Aïcha, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est la fin de notre entretien. Je tiens à remercier chaleureusement Aïcha Rassoulsen pour son engagement et toutes les personnes au Sénégal et ailleurs sur le continent qui œuvrent pour faire intégrer dans les faits le protocole de Maputo. Pour plusieurs raisons, c'est essentiel pour réduire les risques, également le taux de mortalité maternelle, mais bien sûr aussi pour sauver des vies.
Merci de nous avoir suivis et à bientôt.